Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est le premier forum de recherche translationnelle qui sera introduit par Jean-Pierre Salle et Martine Coassolat qui ont beaucoup contribué à l'organisation de cette matinée. Un certain nombre d'entre vous ne sont jamais venus aux réunions annuelles de la filière Oscar. Donc il nous a paru intéressant brièvement de rappeler ce qu'était la filière Oscar pour introduire la matinée. Et donc quelques mots sur la filière et le plan national maladies rares. Premier plan national maladies rares 2005-2008 qui a permis la création des centres de référence. À l'époque, 131 centres de référence coordinateurs avec 219 sites constitutifs et des centres de compétences, un total de 500 sites. Puis deuxième plan national maladies rares qui a permis en fait la création des filières de santé, 23 filières de santé maladies rares, puis et également la création des banques de données. Et nous aurons un appel d'offres plan national maladies rares numéro 3 en 2017 auquel nous devrons répondre. Et nous sommes tous en ce moment extrêmement préoccupés par la relabellisation des centres de référence maladies rares. Un grand nombre d'entre vous a été sollicité pour être site constitutif, centre de compétences et pour contribuer. Et la deadline pour cet appel d'offres est de janvier 2017. Donc c'est très proche. Alors un mot sur les filières. Filière de santé maladies rares, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord un réseau qui va associer centres de référence et centres de compétences, laboratoires de diagnostic, équipes de recherche, associations de patients, sociétés savantes, structures sociales et médico-sociales. Deux objectifs, d'abord une meilleure compréhension du parcours de soins et une facilitation pour le patient de l'orientation des malades, pour le patient, pour l'accès aux soins et à la prise en charge. Et deuxième point très important, harmonisation et coordination des actions entre structures et acteurs. Au fil des années et au fil des plans d'action, les missions ont changé, avec toujours une première mission d'améliorer la prise en charge des personnes, bien sûr, avec une lisibilité à l'échelon national. Deuxième point qui est extrêmement mis en valeur aujourd'hui et qui sera encore plus, d'après ce qu'on a entendu dans le plan national maladies rares numéro 3, développement de la recherche translationnelle, clinique et fondamentale, avec réellement mise en place d'un réseau des équipes de recherche et facilitation des projets de recherche avec des cohortes, des modèles cellulaires animaux et des perspectives thérapeutiques à la clé. Et enfin, développement de l'enseignement, de la formation et de l'information. Nous avons également répondu à l'appel d'offres européen, dont vous avez peut-être entendu parler, les ERN, et j'en dirai un tout petit mot. Alors la filière aujourd'hui Oscar, Os Calcium Cartilage, elle regroupe 50 sites sur 3 centres de référence, dysplasie fibreuse Roland Chapurla, maladie du métabolisme et du calcium et du phosphore Agnès Linglard et maladie osseuse constitutionnelle que j'anime. Aujourd'hui nous avons 50 sites mais le paysage va changer avec la relabellisation de janvier 2017. Nous avons plus de 450 pathologies recensées, c'est énorme. Certaines sont ultra rares, mais nous avons des cohortes uniques, plus de 6000 maladies, plus de 25 disciplines médicales, 20 associations patients, 20 laboratoires diagnostiques et exploration fonctionnelle et 28 équipes de recherche aujourd'hui. Vous avez ici le paysage à l'échelon national, centre de compétences, site constitutif, centre de référence coordonnateur. Encore une fois, ce maillage national va changer puisque nous augmentons significativement, je pense, le nombre de centres de compétences et de sites constitutifs. La gouvernance. Vous voulez parler? Non, vous parlerez de... Je vous laisse parler. La gouvernance. D'abord, nous avons régulièrement des réunions à la DGOS avec Anne Chevrier aujourd'hui qui est chef de projet maladies rares. Réunions qui vont permettre les orientations stratégiques de la filière qui ont significativement changé au cours des années. Nous avons mis en place un comité de direction avec 2 représentants des associations et des suppléants, Bénédicte Alliot, Steve Hirschsprung, Elisabeth Martin et Philippe Brun, les responsables des centres de référence coordinateurs, un représentant des équipes de recherche, Jean-Pierre Salle, un représentant des laboratoires, Caroline Silve. Nous avons également un comité représentatif beaucoup plus large qui inclut toutes les disciplines théoriquement, un comité d'auto-évaluation qui a été mis en place récemment, et puis des chargés de mission. Julie Valette pour l'équipe structurelle qui est chargée de mission communication, et puis des chargés de mission qui ont très largement contribué à faire l'état des lieux dans tous les domaines. Enfin, lors de la première réunion annuelle, nous avons mis en place des groupes de travail. 6 groupes de travail
GT1, le patient au corps de la Villers, mené par 2 responsables d'association, Bénédicte Alliot et Stilur Sprung. Deuxième groupe de travail, du diagnostic clinique au diagnostic moléculaire, Corinne Collet, Gérard Marwani et Caroline Silve comme référent CODIR. Dynamique translationnelle sur lequel on reviendra, Martine Coel-Solal et Isabelle Généraux, aidées de Sana et Diri comme chargée de mission, avec Jean-Pierre Salle comme représentant CODIR. Harmonisation de la transition, Anne Lienart et Agnès Ninglar. Histoire naturelle, bâtir des cohortes et des registres, Déborah Jeanne-Purger et Roland Chapurla. Et suivi au long cours, prise en charge guidelines, Geneviève Bouja et moi-même. Alors, quelques exemples d'actions. C'est d'abord la mise en place des arbres décisionnels. Alors, avec aujourd'hui 4 arbres décisionnels qui seront prêts. Craniosténose, hypo-PTH, hypophosphatasie et ostéogenèse imparfaite, et qui sont en cours de relecture définitive, mais qui vont être bientôt publiés. Des projets d'histoire naturelle avec le GT5 en collaboration également avec le GT1. Un projet en cours histoire naturelle, ostéogenèse imparfaite. Un projet rachitisme vitamino-résistant et 2 autres projets, hypo-PTH avec Pompidou et un projet pycnodisostose. Et puis également un recensement des questionnaires des associations, parce que beaucoup d'associations ont finalement mis en place des questionnaires qualité de vie, suivi, errance diagnostique, et on est en train de colliger ces questionnaires pour les harmoniser et pour les publier également. Dernier point, un certain nombre d'entre nous ont répondu à l'appel d'offres European Reference Network et nous faisons partie du réseau BONT pour Bone Network Disease, je ne sais plus, BONT en tout cas, voilà, qui est coordonné par Lucas Sangiorgi, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est surtout impliqué dans la maladie des exostoses multiples et l'ostéogenèse imparfaite, avec les 3 centres coordinateurs qui font partie de ce réseau et 2 centres de référence constitutifs pour l'instant. Alors un petit mot de la communication, du digital. Oui, donc pour ceux que je n'ai pas salués, Anne Declercq, donc je suis la chef de projet de la filière Oscar. Donc on a vu les actions qui ont été principalement portées par les groupes de travail. On a aussi des actions de communication que l'on fait en collaboration avec les groupes de travail, mais qui portent plus sur des projets digitaux. Donc un site web qui est en production et qui va sortir bientôt, avec un annuaire qui sera alimenté par les états des lieux qui ont été faits par les différents chargés de mission. Des tutoriels. Je vous invite à aller sur la page YouTube de la filière Oscar avec un certain nombre de vidéos. Donc des tutoriels qui sont filmés selon un scénario établi en collaboration avec les groupes de travail et les gens qui en font partie. Il y a du Larsen. Mais également, donc, on a pris l'habitude de filmer tous les événements qu'on organise, et donc David, qui est au fond de la salle, fait le montage de nos voix, et c'est pour ça que c'est important de parler dans le micro, sur les PowerPoint, de façon à pouvoir ensuite les mettre à disposition du plus grand nombre. On a également une page Facebook qu'on alimente régulièrement et qui est très utile pour savoir ce qui se passe, pour publier des informations et pour établir des liens avec les associations de patients qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. On a un projet d'application mobile qui s'appelle My Radio Check, qui est porté en collaboration avec Julie, qui a gagné le hackathon en 2016 et qui devrait sortir courant 2017. On espère vous la présenter à la prochaine journée annuelle. C'est une application mobile de radioprotection qui sera à disposition de toutes les personnes malades qui ont très souvent recours à l'imagerie et qui supportent des doses d'irradiation importantes, avec des seuils d'alerte et des didactiels à l'intérieur. Et on a également développé un certain nombre dans la série des guidelines, un certain nombre de calendriers de suivi qui vont être édités très bientôt également. Voilà, tout ça sont des actions qui mettent à contribution l'ensemble des acteurs de la filière et qu'on essaye de formaliser de façon systématique et de mettre à disposition pour fournir une base communautaire d'outils que l'on met à votre disposition. De la même manière, le travail de Sana, de recensement des équipes de recherche qui participent de près ou de loin aux maladies de l'os, du métabolisme du calcium, du phosphore ou du cartilage, vont figurer dans cet annuaire à terme.
Donc la filière se doit contractuellement d'organiser une journée annuelle pour rassembler l'ensemble des personnes qui font partie de la communauté. Avec Oscar, en fait, on organise 4 événements par an. Donc une rencontre des associations que l'on fait coïncider avec la journée mondiale des maladies rares fin février. La journée annuelle qui a traditionnellement lieu en avril, donc la prochaine ce sera le 19 avril 2017 et vous êtes invités. Le GT2 a porté pour la première fois en juin 2016 un symposium outil-diagnostic qui a eu beaucoup de succès et qui sera renouvelé, qui a été agréé DPC. Et donc le GT3 organise le forum de recherche translationnelle d'aujourd'hui et qui sera renouvelé, je l'espère, l'année prochaine. La liste des équipes de recherche, ça. Elle est juste après, je crois. Voilà, non, je peux vous repasser le micro. Si on peut revenir sur la composition des groupes de travail, puisqu'en fait, vous êtes ici aujourd'hui grâce au GT3, donc Jean-Pierre Salle, Martine Cohen-Solal qui devra arriver d'une minute à l'autre, et Isabelle Généraux, je cherche dans la salle, voilà Isabelle, et Sanaa qui les a aidés depuis un an sur l'état des lieux et l'organisation de cette rencontre. Donc juste un petit exemple, aujourd'hui on a recensé 29 équipes de recherche. Bon, elles sont listées là rapidement, mais voilà, ça va être mis dans l'annuaire et j'espère que ça sera vivant. Mais je laisserai les responsables du GT3 vous parler de leurs intentions à terme. Et surtout, la liste est ouverte, et c'est ça qui est important. S'il y a d'autres équipes de recherche qui souhaitent participer, qui souhaitent venir dans la filière Oscar, au contraire, hein, on est très demandeurs et très accueillants. Donc on va laisser la parole à Jean-Pierre, qui va animer cette matinée. Dynamique translationnelle, premier forum de recherche. Bon, donc pour revenir sur cette matinée qui est un peu... l'original du dispositif recherche. Et bon, le but, c'est qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse avoir des discussions qui soient ouvertes, positives. C'est l'analyse qui avait été faite dans le groupe donc, Dynamique Translationnelle, quand on a fait, lors des différentes réunions antérieures, un petit état des lieux des demandes, des souhaits des différents participants, qu'ils soient cliniciens ou qu'ils soient chercheurs, ou les deux. C'est toujours un peu difficile d'organiser et de réussir ce type d'échange et cette dynamique transactionnelle dans laquelle on peut mettre à peu près ce que l'on veut. On a vu qu'il y a un certain nombre de cohortes, de choses qui sont déjà organisées, pour lesquelles il y a des histoires naturelles qui sont très porteuses et pour lesquelles bon, la structuration finalement peut être faite de manière assez effective. La question après, c'est quand on est un groupe de personnes qui travaillent sur des sujets qui peuvent être très différents, et en particulier dans les laboratoires de recherche, comment venir à l'interface qui va jusqu'à la clinique, comment réaliser des nouveaux essais thérapeutiques, valider des hypothèses, utiliser des modèles animaux, enfin toutes ces questions qui sont très ouvertes, mais comme l'a dit Valérie Cormier, l'avantage de notre filière, c'est quand même qu'elle est très concentrée dans ces thématiques et qu'il y a potentiellement une réelle cohésion. Et l'idée, évidemment, ce serait d'arriver à optimiser cette cohésion en incluant tous les aspects de la recherche qui pourraient franchement, je pense, nous amener à avoir de nouvelles opportunités, y compris pour arriver ou au diagnostic ou à la précision des mécanismes ou au traitement. Et donc après, il y a les deux questions. Comment les chercheurs peuvent-ils tirer bénéfice de la filière? Comment les cliniciens peuvent-ils tirer bénéfice des ressources possibles dans les laboratoires de recherche et venir vers de nouveaux outils, de nouvelles thématiques de recherche. C'était un peu la question de départ. Pour faire un programme, après, ce n'est pas forcément très simple.
On a choisi d'aborder plusieurs aspects qui touchent la physiopathologie du cartilage de croissance, la régulation de l'ostéoclaste, la régulation de l'ostogénèse, des thématiques qui nous relient. Et puis de finir par des aspects qui sont l'interface entre cliniciens et chercheurs. Donc les présentations après sont ouvertes. L'idée c'est quand même qu'il y ait un maximum d'interactions, de questions, et à la fin nous aurons un petit moment pour pouvoir discuter de comment on peut faire évoluer tout ça et faire qu'il y ait une réelle dynamique qui puisse s'installer pour le futur, en incluant, comme l'a dit Valérie, éventuellement d'autres équipes ou d'autres chercheurs qui pourraient venir rejoindre la filière. Donc je pense qu'on va pouvoir démarrer avec la première intervention, qui est donc de Thomas Edouard, qui va nous parler de la dysrégulation de la voie MAP kinase dans un modèle particulier génétique, travail qu'il réalise à Toulouse dans notre équipe INSERM.